On va passer à la dernière thématique qu'on a d'ores et déjà commencé à aborder, cela dit, sur l'efficacité des politiques publiques. La conditionnalité a été évoquée. Je rappelle très rapidement notamment un chiffre, c'est celui qui est issu de l'étude de l'IRES de mai 2022, mettant en évidence le fait que quand on prend l'ensemble, le cumul de toutes les aides, c'est 157 milliards par an d'aides qui ont été dépensées en 2019, donc avant la crise sanitaire. Des aides qui ont fortement augmenté sur la période qui était considérée. Et quand on regarde la France par rapport aux autres pays de l'OCDE, on voit là aussi qu'effectivement, ces aides, elles sont relativement importantes. Derrière, le sujet, c'est vraiment quelle efficacité de ces aides ? Est-ce qu'elles ont l'effet levier nécessaire ? Et sachant qu'on va avoir un sujet majeur avec tous ces enjeux de transition, de mutation, de bifurcation liés à l'écologie et à cette nécessité que l'ensemble de ces actifs industriels évolue. Donc comment est-ce qu'on agit pour peser sur les fonds d'investissement et pour que certains aient des pratiques, enfin pas que, mais que certains aient des pratiques plus vertueuses, comme celle de Toyota que tu évoquais, qui est fortement ancrée dans son territoire, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises, même françaises. Alors déjà, pour que les politiques publiques soient plus efficaces, il faudrait qu'on puisse aussi toucher, parce que très généralement, elles touchent les entreprises, on va dire, des grandes entreprises. Ce qu'il faudrait, c'est que ces politiques publiques puissent aussi être accessibles aux petites PME, aux ETI, qui n'ont pas les moyens. Je pense à la Banque publique d'investissement, par exemple. En 2022, c'est 66 milliards qui ont été injectés dans l'économie. Mais quand on regarde un petit peu le détail, en fait, il y a très peu de petites entreprises qui en bénéficient. Voilà. Et si on regarde la création d'emplois nets entre les petites entreprises et les grandes entreprises, excusez-moi, mais ce n'est pas les grandes entreprises qui ont créé de l'emploi ces 10 dernières années. Hein. Moi, personnellement, sur tous les sites que je peux visiter tout au long de mes déplacements, je ne connais pas une entreprise qui a doublé ses effectifs en 10 ans. C'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui, dans tous les sites de production, les effectifs ont chuté énormément. Alors que les petites entreprises, elles, n'ont pas les moyens d'accéder à toutes ces politiques publiques, mais en plus, ça crée de l'emploi. Et donc voilà, donc il ne faudrait pas qu'il y ait deux vitesses, vous voyez, et qu'on puisse... Je prends aussi l'exemple des comités stratégiques de filière. Celui-là, c'est concret, c'est du factuel. Toutes les entreprises qui sont présentes dans ces comités stratégiques de filière, ce sont des grands groupes. Et donc, les grands groupes captent les budgets, on va dire, alloués... il en faut, bien sûr. Mais il faut aussi que le tissu industriel, qui crée de l'emploi, et ça, je pense qu'il y a un rôle aussi des territoires, parce que les petites entreprises sont beaucoup plus proches des territoires que de Bercy, parce que les entreprises qui sont plus proches de Bercy, tout passe par Bercy, alors que les petites entreprises, c'est plutôt un ancrage territorial. Et là, il faut qu'on puisse aussi aider ces petites entreprises, parce qu'il y a plein de petites entreprises entrepreneurs qui ont plein d'idées, plein d'innovations, et qu'il faut aider. Sur l'efficacité des politiques publiques, je ne sais pas, alors souvent ils disent « donnez-nous des sous, on va créer des emplois ». On ne les voit pas forcément, mais ça maintient quand même des emplois. On dit, pendant la crise Covid, les aides publiques, elles ont joué pleinement leur jeu et clairement, on ne les aurait pas eues. Ça aurait été beaucoup plus dramatique dans l'industrie. Heureusement qu'on les a eues pour tenir. Maintenant, donc, on peut penser que c'est efficace. On peut penser que c'est efficace parce que ça peut amener des usines, mais on ne voit pas pour autant un bond de l'emploi ou alors ça fait cher l'emploi par rapport aux finances qui sont données. Pour améliorer, on a tous parlé de la socio-conditionnalité, effectivement. Il ne faudrait pas avoir peur d'aller demander les remboursements. Mais peut-être que partout où il y a des aides publiques, il faudrait, je dirais, renforcer le poids des IRP, des CSE. Quand il y a de la subvention, ça serait peut-être avec des avis conformes. Et du coup, c'est un peu la cogestion à l'allemande, mais sans aller jusque-là. Mais imposer que pour recevoir des fonds publics
qui vont venir impacter fortement l'entreprise, il peut y avoir des avis conformes. Ça obligerait les entreprises à un autre dialogue social, à aller chercher du compromis. Ça pourrait être ça. Et à minima, c'est que les IRP en soient vraiment informés des sommes et de la destination qui ont été faites. Parce qu'aujourd'hui, on arrive bien à les noyer. Et c'est ça, je pense qu'il faut surtout améliorer, c'est comment l'argent public est dépensé, pas au centime près, mais à quoi il a servi, combien il a créé d'emplois, combien il en a sauvé, qu'il n'aille pas à rétribuer les actionnaires, parce que c'est encore trop le cas, voilà, et qu'il ne parte pas ailleurs que là où il doit aller. Et l'idée de l'avis conforme, il faut peut-être qu'on pousse ça, parce que ça donnerait un autre poids et ça obligerait aussi les entreprises à plus de dialogue social, à embarquer plus les équipes qui sont avec eux. Il y a un certain nombre de pays qui donnent du CIR, mais pas les années où il y a des plans sociaux. Alors, ce qui est toujours étonnant avec ces histoires d'aide publique, vous avez les chefs d'entreprise qui vous expliquent qu'il faut moins d'impôts, mais dès que ça va mal, ils vous demandent des aides publiques. Vous avez les mêmes, pas nécessairement les mêmes, mais certains qui vous expliquent qu'il faudrait contrôler les politiques sociales, mais qui ne veulent surtout pas qu'on contrôle les aides publiques qui leur sont fournies. Pourtant, c'est quand même dans tous les cas des choses qui sont issues des impôts. Bon. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table, et je partage avec Stéphane le fait que les salariés sont aussi des citoyens qui payent des impôts, et ils ont tout à fait légitimité à s'interroger sur l'efficacité de ces aides qui sont données aux entreprises. Alors on parle de 200 milliards, alors 200 milliards, ça doit regrouper beaucoup de choses, donc il faudrait avoir une compréhension meilleure. C'est vrai que l'exemple du CICE, on s'est toujours interrogé sur l'efficacité du CICE. Je pense qu'on aurait subventionné directement des emplois, ce qui coûtait peut-être moins cher que de passer par le CICE, surtout pour financer des emplois dans des entreprises qui n'étaient pas soumises à la concurrence internationale. Voilà, là on peut s'interroger sur l'utilité. Par contre, il n'en demeure pas moins que je suis persuadé que la transition écologique, elle va exiger des dizaines et des dizaines de milliards d'investissements, que souvent, dans les entreprises, ce seront des investissements qui ne seront pas rentables. C'est-à-dire qu'ils n'apporteront pas des gains de productivité nécessairement. Par contre, qui vont améliorer la qualité de l'air, qui vont améliorer la qualité de l'environnement dans lequel on vit. Donc, dans ce cadre-là, on peut considérer que ce sont des efforts que l'on va demander aux entreprises, et légitimement, mais qui sont pour le bien commun. Donc, qu'il y ait une aide de l'État sur ces sujets-là, ça me semble normal, mais sous réserve qu'on s'assure que ces moyens-là sont bien mis pour ces objectifs-là, qu'il y ait un contrôle de cette bonne utilisation. Ensuite, prenons l'exemple de la voiture électrique. La voiture électrique, ce n'est pas simplement construire des usines de batteries ou construire il y a tout un écosystème qu'il va falloir mettre derrière. Il va falloir qu'on ait des centrales nucléaires qui les financent. On parle, je disais récemment que peut-être sur les autoroutes de France et de Navarre, on mettra bientôt des grands panneaux solaires au-dessus des autoroutes, parce que ça permettra d'utiliser une surface qui est déjà bitumée pour mettre des panneaux solaires. Parce qu'il faudra des gigantesques fermes de panneaux solaires si on veut être capable d'alimenter toutes les voitures électriques que l'on aura sur le... Bon, ça ne va pas se faire non plus que par la ressource privée. Ça ne va pas se faire que par les ressources privées. Et puis paradoxalement, la fin des moteurs thermiques, ça veut dire moins de taxes pour l'État parce qu'il n'y a plus de taxes sur les carburants. On aura ces dilemmes-là collectivement à traiter. Je ne sais pas comment on les traite. C'est plus facile de poser des questions que de trouver des réponses. Tout ça pour dire que oui, il y aura à coup sûr besoin que la transition écologique exigera des politiques publiques et des financements publics, mais que oui, je crois que les entreprises devront accepter que ce n'est pas à fond perdu et qu'il y a des contrôles de ces politiques publiques, de la même façon que ces mêmes entrepreneurs exigent que parfois on nous explique que les politiques sociales coûtent très cher et qu'il faut les contrôler. Nous aussi, on va estimer que les politiques publiques vis-à-vis des entreprises doivent être contrôlées. En fait, je pense que le débat des aides publiques, on ne peut pas le conduire sans un débat sur la fiscalité en France. Notamment parce que les entreprises qui bénéficient des aides sont aussi celles qui ont les mécanismes de contournement ou d'évitement de la fiscalité. Et que ça doit nous amener aussi à peut-être sortir du schéma d'aide. Parce qu'on donne énormément d'aide, mais on saupoudre énormément aussi. On donne
un peu pour tout, toutes les filières, tout le monde. Donc on n'a pas forcément d'effet de levier quand on aurait besoin d'avoir justement ce rôle de l'aide publique comme un effet de levier. Et à mon avis, il faudrait plutôt raisonner à comment, alors dans le cadre européen, c'est peut-être complexe, mais comment l'État peut plutôt être un acteur du soutien à la demande pour les produits français. Et donc le soutien à la demande, ça passe par exemple dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2022, vous aviez une clause qui était sur la clause du pays producteur afin de favoriser dans les réflexions sur les remboursements, de privilégier les produits qui sont fabriqués en France. Sauf que, ça ne s'applique pas, et quand ça s'appliquera, ce sera que pour les nouveaux produits. Or, là, on a des choses qui peuvent être beaucoup plus vertueuses en encourageant la consommation pour des produits qui sont mieux-disants sur le plan environnemental et social, d'effets d'entraînement sur toute l'économie par la fiscalité que ça pourra générer, par la création d'emplois, etc. L'autre chose, c'est qu'il y a peut-être une réflexion à avoir sur le retour sur investissement pour la puissance publique, au-delà de la question de la conditionnalité, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'innovations qui ont aussi pu être permis par l'investissement de la puissance publique, qui est sans commune mesure par rapport à ce qu'on a pu voir aux États-Unis. Or, on est beaucoup dans une logique de privatisation des pertes, de socialisation des pertes et de privatisation des gains. Donc comment est-ce que demain, on pourrait envisager des mécanismes où la puissance publique récupère une partie des fruits liés aux bénéfices qu'elle a permis par l'aide qu'elle a pu donner, soit à travers le CIR, soit à travers de l'investissement en CAPEX. C'est sûrement plus facile à faire pour le CIR que pour du CAPEX sur des nouvelles machines. Et donc, à mon avis, on doit sortir du dilemme juste, faut-il aide ou pas aide, c'est comment est-ce qu'on le réintègre dans une vision plus large sur la fiscalité, comment est-ce que finalement on essaye de soutenir la demande en arrêtant aussi de neutraliser le crédit d'impôt. C'est-à-dire le crédit d'impôt aujourd'hui en France est totalement aveugle, peu importe d'où vient votre voiture, vous pouvez bénéficier d'une prime à la casse. Et c'est pas jouer le jeu d'un bon niveau de conditions sociales et environnementales. Donc il y a peut-être ces prismes à aller chercher pour une meilleure efficacité finalement de la dépense publique en faveur des entreprises. Philippe. Oui, je ne peux que partager évidemment tout ce qui a été amené sur la nécessité du contrôle des aides publiques à la fois par les pouvoirs publics et par les salariés au travers de leurs organisations syndicales. Mais je pose aussi la question de la légitimité d'aides publiques pour certains gros acteurs, et je reviens à ce que j'évoquais précédemment, la décarbonation, par exemple, d'un acteur majeur comme ArcelorMittal, qui prévoit un investissement de 1,7 milliard si on cumule Dunkerque et Fos-sur-Mer, et qui compte en France, comme d'ailleurs partout en Europe, obtenir 50% sur ces investissements de décarbonation, 50% d'aide publique par les États respectifs. Et donc, en l'occurrence, en France, on fait vite le calcul, ça fait 800 millions d'euros, 850 millions d'euros attendus, tandis que le groupe vient de faire sur 2 ans 25 milliards de bénéfices nets et qu'il a envoyé la moitié aux actionnaires, particulièrement sous forme de rachat d'actions. Vous voyez, donc là, on peut quand même se poser la question, est-ce que l'argent public est légitime et les sommes qui vont être engagées sont légitimes, et est-ce qu'elles vont bien d'ailleurs consolider notre sidérurgie en France, parce que pour l'instant, ce sont des projets. Il y a des opérations de croissance externe importantes, et on peut constater ça aussi dans d'autres groupes, y compris en dehors de la sidérurgie. Donc voilà, on peut capter des sommes peut-être colossales d'argent public, et puis à un moment donné mettre la clé sous la porte, parce que la stratégie est internationale et voilà, il y a d'autres priorités. Et puis juste, je voulais finir avec par exemple le secteur auto, dont on a quand même peu parlé aujourd'hui, qui va vivre une mutation qui est quand même très très importante et qui socialement peut être explosive, le virage vers la voiture électrique. Il y a aussi des plans très importants de financement public. Je crois que le dernier, c'était 1,5 milliard de mémoire. Or, on assiste à des producteurs qui continuent à délocaliser les modèles
Par exemple, j'avais noté, là, avec les collègues de l'auto, la Dacia Spring qui est fabriquée en Chine et qui revient en France. Donc, y compris avec des empreintes écologiques. Voilà, on se posera les bonnes questions, mais voilà, quoi, il y a besoin de regarder, y compris socialement, quand il y a des aides aussi importantes que ça pour le secteur, y compris socialement, comment on prend les choses. Et d'ailleurs, est-ce que le virage électrique à 100% est légitime lui aussi? On a une autre conception à la CGT sur cette question. Voilà. Ok, donc des questions de responsabilité sociale. Et par rapport au sujet automobile, je pense qu'on fera une session rien que pour l'automobile. Je passe la parole à Bernard Julien, justement, qui va peut-être adresser une question sur l'automobile. Oui, donc moi je suis économiste de la bagnole, mais aussi économiste tout court. Et donc la question qui me paraissait sous-jacente à beaucoup des propos, c'était quand même la question de l'Union européenne. Parce qu'effectivement, quand on se pose la question de savoir quelle est l'efficacité des politiques publiques et que faut-il améliorer, la réponse qui me vient immédiatement, c'est l'Europe, quoi. Parce que, évidemment, quand on veut que les aides publiques soient distribuées là où on pense qu'il serait souhaitable qu'elles le soient, eh bien, il faut se débarrasser d'un certain nombre de contraintes européennes, sans doute. Hein. Et puis, il faut aussi que le cap qui a été mis en matière de politique monétaire soit maintenu. Parce que quand on prend le cas du Covid et du chômage partiel et de son financement, pourquoi ne l'a-t-on pas eu en 2009? Pourquoi l'a-t-on eu la dernière fois? Parce qu'on avait une politique monétaire qui ne permettait pas qu'on fasse du déficit en 2010 et qu'on avait une politique monétaire qui permettait que la dette publique se cumule sans problème. Donc ça veut dire quand même qu'on a, dès que l'on réfléchit aux questions qui nous animent aujourd'hui, on a cette question de l'Union européenne. Et d'ailleurs, la première des questions que nous nous posions, qui était la question des stratégies, les stratégies des firmes, elles sont en partie déterminées par ce qu'on a fait de l'Europe, c'est-à-dire un espace de mise en concurrence des salariés les uns contre les autres, des pays les uns contre les autres, de défiscalisation, etc. Et par conséquent, la question qui a été posée il y a un instant, qui était de savoir si on pouvait distribuer le bonus à condition que les produits soient français, a priori, dans le cadre de l'UE, on ne peut pas. Et actuellement, ce qu'ils sont en train de confectionner comme politique de rénovation des bonus, c'est pour éventuellement éviter que les produits asiatiques, pour que les produits chinois soient barrés, mais ça n'empêchera ni les voitures espagnoles, ni les voitures slovènes, ni même les voitures turques de rentrer ici. Donc ceci pour dire que, comme il était dit par la représentante de Thales tout à l'heure, il y a quand même une vraie question qui est là. Anne-Gaëlle, tu parlais par exemple de l'Airbus de la batterie. L'Airbus de la batterie, c'est un régime dérogatoire à celui des aides d'État habituelles, quoi. Et donc on a quand même clairement à se poser la question de l'Europe et de la forme que l'on veut donner à la construction européenne. Ça bouge un petit peu, mais tellement peu que pour l'instant, on est quand même on est fondé à se demander si les questions de politique industrielle peuvent être traitées par l'UE telle qu'elle est élaborée depuis 30 ans, quoi. Deux commentaires, une première illustration, parce que je trouve ça plutôt intéressant sur la question de la conditionnalité des aides, c'est concernant les activités R&D, où là, pour le coup, autant sur d'autres secteurs, la France peut être considérée comme en position défavorable par rapport à certains paradis fiscaux, y compris européens, autant sur la R&D, la France est un paradis fiscal, et avec un dispositif qui est le CIR, qui est considéré comme pas mal d'économistes comme ayant un effet multiplicateur très limité et profitant majoritairement aux grands groupes. Et donc cette question de la conditionnalité des aides, elle peut être poussée beaucoup plus loin que ce n'est le cas aujourd'hui. Et avec quelques exemples, tu l'as cité tout à l'heure, Anne-Gaëlle, de l'Irlande qui à une époque, après ça a des défauts, offrait des subventions contre un quasi business plan et un plan de croissance des effectifs. Ça veut dire que si la croissance des effectifs n'était pas là, effectivement, il y avait réduction ou disparition de l'aide associée. Et ça, on en est extrêmement loin sur le plan du CIR. Et peut-être l'autre exemple, le contre-exemple de l'absence de conditionnalité, c'est quand même le sommet de Choose France, avec des annonces qui parfois sont absolument creuses, sans visibilité sur les contreparties qui ont été obtenues par les groupes. Je trouve deux exemples révélateurs de l'absence de conditionnalité dans la distribution des aides publiques. Pour enfoncer le clou, je relaye une remarque du chat. On a une représentante syndicale AST Micro qui fait remarquer que sur un investissement de 7,5 milliards, il y en a 2,9 milliards qui sont liés à des aides publiques. Et c'est pour relancer
un tout petit peu votre réflexion là-dessus. Mais dans le domaine des semi-conducteurs, on sait que les usines représentent des investissements astronomiques. Et aujourd'hui, l'exemple de la France et donc de ST est assez parlant. Mais si vous regardez ce qui est en train de se passer en Allemagne, aux États-Unis, en Corée ou ailleurs, dans le domaine ne serait-ce que des semi-conducteurs, on a des aides et on a une course aux aides entre les États qui est totalement folle, avec des montants d'aides publiques qui deviennent totalement astronomiques. Il y avait une question supplémentaire. Oui, juste un mot à la fin. On a parlé beaucoup d'aides publiques, de politique publique, mais à travers les aides, et on a peu parlé finalement taxe carbone, possibilité effectivement de faire du protectionnisme que l'Europe s'autoriserait ou que la France s'autoriserait. Voilà, je suis un peu surpris qu'on n'ait pas abordé cet aspect-là. Juste en 5 secondes, il nous semble que derrière les problématiques d'empreinte carbone, il y a un enjeu à promouvoir les chaînes de valeur intégrées et localisées les unes à proximité les unes des autres. Le sujet du moment, c'est comment est-ce qu'on arrive à calculer ça, comment est-ce qu'on réussit à pouvoir engager non pas uniquement des activités françaises, mais aussi l'ensemble des acteurs à minima à l'échelle européenne. Vous avez ouvert pas mal de sujets, les personnes autour de la table également. On remercie Geoffroy d'avoir mis en lumière, en dessin, en graphisme, ces différents débats. Ça nous fait quasiment une to-do list des sujets sur lesquels il faut continuer à plancher et à agir. Je vous laisse entre 15 et 30 secondes chacun pour dire votre mot de la fin. Et puis en toute fin, Geoffroy, si tu as 1 ou 2 minutes pour pouvoir nous faire ta synthèse à toi. Je ne peux pas synthétiser tout ce qu'on s'est dit en 2 heures en 30 secondes. Le seul message que je peux vous dire, ce sera un message pour vous qui êtes des représentants syndicaux. Saisissez-vous des sujets, soyez vraiment aussi des apporteurs de solutions auprès des dirigeants d'entreprise, que ce soit au sein des CSF, du CNI, etc. Je pense que vous avez des gens, certains sont fermés, mais d'autres peuvent être à l'écoute. Et vous avez aussi un rôle à jouer là-dedans pour trouver des solutions à la réindustrialisation de la France. Et en tout cas, si vous ne le faites pas, dites-vous que des gens décideront pour vous. Donc il faut continuer. Je sais que ça peut être frustrant quand on a porté des messages pendant 20 ans et qu'on n'a pas été écouté, mais il faut continuer à être porteur de solutions parce que c'est d'une part votre rôle, mais je pense que c'est aussi un enjeu pour tout le pays. Non, mais je vais rebondir sur ce qu'a dit Anaïs. Le thème du congrès du début juin de notre fédération CFE-CGC, c'était industrie durable et souveraineté, construisons un futur désirable. Donc on était exactement dans le thème, et ce qui prouve que nous, comme d'autres, on est bien conscients que ces 2 thèmes-là qui sont connexes et qui sont liés vont, à mon avis, percuter de manière très brutale l'industrie dans les 10 prochaines années, et que bien entendu il nous faut nous saisir de ces sujets-là. Alors il y a des réflexions macro comme celle qu'on vient de faire un peu aujourd'hui, et puis qui nous permettront de porter des messages vers des décideurs politiques pour leur demander peut-être d'infléchir certaines politiques publiques. Et puis, il y a le travail que l'on doit faire dans les entreprises aussi, parce qu'on l'a dit, c'était le premier thème abordé. Il y a des choses qui se font au niveau de l'entreprise, et il nous faut que nous, en tant que militants aussi, on interpelle les dirigeants d'entreprise qui ont une responsabilité vis-à-vis de cet objectif de bâtir une industrie plus durable et plus souveraine. Écoutez, nous aussi, hein, bien sûr, au sein de notre fédération, nous avons été toujours pour la défense de l'industrie, et nous avons réalisé à chaque élection présidentielle un livre blanc. Mais cette fois-ci, on s'est dit, on ne va pas faire un livre de 200 pages, de toute façon, c'est rare quand ils vont au bout. Donc on a fait un petit manifeste avec 10 propositions, 5 pour le court terme et 5 à long terme, que vous pouvez retrouver. Donc c'est des propositions, voilà, on va dire, de stratégie. C'est vraiment des propositions sur l'industrie, pour l'industrie verte. Et donc, il est en libre service sur notre site FO-Métaux. Moi, je suis un peu comme mes collègues. Je crois beaucoup à la transition écologique comme un levier de réindustrialisation en France. Mais pour ça, donc, il y a des risques, bien évidemment, parce qu'on sait bien qu'il y a plein d'emplois qui vont disparaître. Il y en a des nouveaux à capter. Il faut qu'on arrive à les capter en France. Et je pense que cette transition écologique doit aussi nous permettre de réinventer le dialogue social. Il faut qu'on se saisisse de tout ça, de rendre l'industrie acceptable sur les territoires. Et si on y arrive, on part pour,
je veux dire, une industrie forte en France pour quelques années. Mais il faut vraiment qu'on arrive à prendre ce virage, à embarquer avec nous les organisations patronales et le gouvernement pour nous aider à faire tout ça. Moi, ce que j'ai envie de dire en conclusion, c'est que les meilleurs experts de l'entreprise sont les salariés eux-mêmes. Et donc, s'agissant des stratégies, on a besoin déjà de les persuader qu'ils ont leur mot à dire et puis faire en sorte de trouver les moyens de pouvoir s'exprimer avec les organisations syndicales et d'intervenir sur les stratégies en interne et en externe sur la place publique partout où on le peut. Et d'ailleurs, au sein de ma propre organisation, c'est ce qu'on encourage et on peut noter que de plus en plus, on porte des projets alternatifs sur les questions industrielles, qu'on soit sur la défensive par rapport à un projet de fermeture d'entreprise ou de manière plus anticipatrice. Donc c'est quelque chose effectivement de très important dans nos priorités syndicales du moment, bien sûr. 3 idées clés qui ressortent à mon sens de vos interventions. Un enjeu de résilience qui n'est pas là, de résilience de l'industrie. Rentabilité des aides et de la fiscalité aussi à réfléchir et à intégrer dans l'évolution de cette fiscalité. Et puis inciter à tirer les entreprises à mieux être ancrées. Et ça fait partie aussi des sujets sur lesquels les représentants des salariés peuvent agir localement et très très concrètement. Bonjour à tous. Alors, on m'a demandé de rester assis parce que la caméra est ici, donc il faut que je puisse rester dans le champ de la caméra. Donc je suis facilitateur graphique et mon rôle, ça a été de synthétiser ou d'essayer de synthétiser le contenu de vos échanges ce soir. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Je ne vais pas vous relire l'intégralité de ce que j'ai pris sur ces supports dessinés, mais peut-être sur le premier, sur le comment agir. Voilà, vous dire que ce qui a été proposé, c'est donc que l'État doit montrer l'exemple et que les groupes aussi, qu'il y a une importance à construire une stratégie de filière et une vision de long terme. Et puis, peut-être pour terminer sur ce support, que voilà, on est tous acteurs aussi à notre niveau de ces éléments-là. Voilà. Sur le deuxième support, alors c'est peut-être plus difficile pour moi là de vous refaire une synthèse, un point sur mais y a-t-il vraiment des risques liés à notre souveraineté, et puis de quel secteur est-ce qu'on parle quand on parle de ces risques-là, et puis oui, cette question qui s'était posée. À la question. Et puis cette question sur voilà, concernant l'industrie lourde, ça avait été évoqué un petit peu avant, qui est encore prêt à investir en France aujourd'hui dans ce type d'industrie. Et puis je vais terminer avec ce dernier, qui est l'efficacité des politiques publiques. Que faut-il améliorer? Donc l'État a donné 157 milliards. Et il se demande aussi quel est mon retour sur investissement. Et puis nous, on se demande quels sont les effets de levier. Est-ce qu'il n'y a pas trop de saupoudrage, je ne sais plus. En tout cas, il y a un besoin fort, c'est ce que vous avez évoqué, de davantage de contrôle des aides et de conditionnalité de ces aides. Voilà. Et puis tout ne se joue pas au niveau national. Voilà, l'Europe a un rôle important. Et puis il y a besoin de pouvoir faire bouger les instances européennes sur ce sujet. Merci, c'est super, il est 19h05, 5 minutes de retard, quoi, ça va. Merci pour votre présence.